Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'IHDML. Vous êtes sur le podcast dédié aux insomniaques qui souhaitent reprendre leur sommeil en main de façon naturelle. C'est Aurélie et aujourd'hui, sur cet épisode, je souhaiterais vous partager un article très intéressant de Sao Psycho au sujet du sommeil, mais ça vous vous en doutiez. Alors, je dis intéressant dans le sens où cet article m'a amené à une réflexion sur les mesures du gouvernement vis-à-vis du sommeil, sur la prise en compte des troubles du sommeil par la médecine en général. Donc vous allez comprendre ce que je veux dire d'ici quelques minutes, on va parler en détail de cet article-là. C'est parti. L'article en question, il est issu de la revue Cerveau Psycho. Il est assez ancien, il date de plusieurs années en arrière et justement il reprend ce qui s'était passé en septembre 2006 par rapport à des recherches et à des études sur le sommeil. Donc en septembre 2006, l'article nous dit que de nombreux experts français de formations très diverses ont été sollicités par le directeur de la prévention de la CPAM de Paris pour faire un état des lieux et préparer un rapport sur le sommeil. Donc ils se sont rendus compte que le sommeil c'était pas terrible, en tout cas qu'il y avait une émergence des problèmes de sommeil dans la population, qu'on dormait de moins en moins, et ça vous savez que je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment le constat assez alarmant depuis 60 ans en fait. On dort 1 heure à 1 heure et demie de moins que les générations passées, ce qui est quand même assez énorme en l'espace de 50 ans. Ça a complètement dégringolé. Merci les réseaux sociaux, merci les mentalités de travail qui font qu'on doit toujours dormir moins et être le plus longtemps possible. Bref, en tout cas, l'article met ça en évidence. Et donc l'idée de cette réunion d'experts était donc de faire un état des lieux, de préparer un rapport sur le sommeil. Donc le rapport a été remis en décembre 2006 au ministre de la Santé et des Solidarités de l'époque, Xavier Bertrand. Et donc l'article en question précise que le 29 janvier 2007, plusieurs actions ont été envisagées car le sommeil est aujourd'hui une priorité de santé publique. Bon, du coup, en première lecture, je me suis dit envisager, que le terme envisager, c'était pas un qualificatif d'action. On peut envisager, ça voulait pas dire mis en place, introduite, voté. Bon, je me suis dit on va voir la suite. L'article continue en précisant: le sommeil ne doit plus être considéré comme une perte de temps. Alors là, que ce soit clair, comme je disais, il y a 60 ans en arrière, c'était pas considéré comme une perte de temps. En fait, le sommeil, il était beaucoup moins négligé qu'aujourd'hui. Donc finalement, ça a juste basculé là en 60 ans, où le sommeil n'est plus au cœur même de la journée. C'est juste secondaire, en fait. C'est juste embêtant, en fait, de dormir. Je continue sur l'article. Sa privation entraîne des conséquences souvent négligées, mais parfois graves. Il y a environ 10 millions de Français qui souffrent de troubles du sommeil, que ce soit l'insomnie, la somnolence diurne excessive, les parasomnies, etc. Et plus de 60 millions de boîtes de somnifères sont consommées chaque année. Ces données justifient à elles seules la nécessité de reconnaître ces troubles et de les prendre en charge. Des actions de prévention, d'éducation et d'information ont ainsi été décidées, aussi bien pour les enfants que pour les adultes et les personnes âgées. Donc à ce stade-là de l'article, je me suis dit bon, finalement, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Et je continue. Un questionnaire pour le dépistage de la somnolence diurne est désormais disponible et une campagne de communication via l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES, a été entreprise. Plusieurs mesures ont déjà été envisagées ou à l'étude pour être appliquées dans les années à venir. Une reconnaissance institutionnelle des troubles du sommeil, une prise en charge mieux structurée avec un recensement de l'ensemble des équipes travaillant dans ce domaine en France, une augmentation du nombre d'heures consacrées à l'enseignement de la médecine du sommeil dans les facultés de médecine et l'intégration de cet aspect de la médecine dans la formation médicale continue. Concernant le domaine de la recherche sur le sommeil et ses troubles, un budget dédié a été discuté et accepté et devrait faire l'objet d'une circulaire du programme hospitalier de recherche clinique pour l'année 2007-2008.
Enfin, un comité de suivi du plan sommeil sur 3 ans a été constitué afin d'apporter des éléments de réflexion sur les besoins en termes de formation, d'information et d'offres de soins, sur les compétences et les prérequis nécessaires au centre du sommeil, sur la nécessité d'envisager rapidement de nouvelles études scientifiques sur le sommeil normal et pathologique, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Ce plan sommeil 2007 reconnaît la part essentielle qu'occupe aujourd'hui dans nos sociétés le sommeil en général et la médecine du sommeil en particulier. Ok, alors, je vous ai lu donc l'article. C'était un article assez court, mais en principe ils sont assez courts quand même, les articles sur Cerveau Psycho. Bon, ils sont tellement nombreux qu'on trouve toujours plein d'informations. Et puis vous comprenez bien que c'est pas l'article en lui-même sur lequel je réfléchis et que je vais un petit peu dénoncer, mais c'est bien sûr le contenu et en tout cas le recul qu'on peut avoir là-dessus aujourd'hui. Parce que, ok, c'était quand même il y a 14 ans. Vous imaginez ? Alors, il y a 14 ans en arrière, si je récapitule, il y a une grande étude visiblement, de grande ampleur qui a été menée, dont les conclusions sont: on dort beaucoup moins qu'avant, les troubles du sommeil sont vraiment de plus en plus fréquents, il n'y a pas assez de moyens pour gérer, pour traiter et pour aider, pour accompagner les personnes qui souffrent de troubles du sommeil, d'insomnie chronique, d'insomnie sévère, etc. Il faut mettre des choses en place. Mais alors j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Parce que moi, pendant mes 15 années d'insomnie, tous les constats, le blabla, en fait j'ai pas l'impression que ça m'ait été d'une grande aide. Alors après, on peut opposer à ce que je suis en train de dire que les mesures gouvernementales, ça prend du temps. Elles prennent du temps. Elles sont pas mises en place comme ça en 6 mois. Et c'est vrai. J'entends, je comprends et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais là, on est presque 15 ans après. Et la situation, elle n'a jamais été aussi catastrophique au niveau du sommeil que maintenant. C'est-à-dire que tous les livres qui sortent là actuellement, qui sont sortis depuis 2-3 ans, les études qui aujourd'hui sont menées, enfin en tout cas, les résultats d'études qu'on a aujourd'hui, là, 2019-2020 sur le sommeil, elles donnent l'alerte, en fait. Que ce soit pour les insomnies en tant que telles, les gens qui souffrent de plus en plus d'insomnie et qui ne sont pas accompagnés, juste à qui on propose des médicaments, comme là c'était déjà 60 millions il y a 15 ans en arrière, on imagine bien qu'aujourd'hui je veux pas dire que ça a doublé parce qu'en fait je sais pas, je connais pas les chiffres, mais visiblement c'est plus. Aux États-Unis surtout, c'est assez impressionnant le nombre d'antidépresseurs et de somnifères qui sont vendus chaque année. Mais bon, bref. Ce que je voulais simplement dire, c'était que on arrive 15 ans après, la situation elle est catastrophique et on n'a pas vu la couleur de quoi que ce soit, de choses qui auraient dû ou pu être mises en place. Ou en tout cas, ça n'a pas porté ses fruits. Parce que sinon, on aurait vu justement une amélioration. En 15 ans, malgré tout, sachant que les gros problèmes de sommeil ont commencé il y a 60 ans en arrière, en 15 ans, on est censé pouvoir voir un mieux, en tout cas. C'est pas le cas. Les études, les livres, les recherches sont unanimes, c'est de pire en pire. Le temps de sommeil, il est de plus en plus court, les répercussions sont dramatiques au niveau des accidents de la route, les accidents professionnels, mais sur l'économie aussi, en raison de la baisse des capacités intellectuelles au sens large, mais aussi au niveau de la santé, parce que les troubles du sommeil ont des répercussions sur les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires, de maladies dites neurodégénératives, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Mon propos n'est pas de dire « Oh là là, le vilain gouvernement, il a rien fait pour nous ». Non. C'est juste de faire le constat que, en réalité, le gouvernement, il peut rien faire. Malgré tout plein de blabla, malgré éventuellement des études qui sont lancées, mais bon, c'est bien beau de lancer une étude, mais après, il se passe quoi finalement ? Alors pour moi, mais ça n'engage que moi, le seul rôle du gouvernement, en matière de sommeil en tout cas, c'est surtout un rôle d'information, un rôle de diffusion des bonnes pratiques. Et pour le coup, ça, je trouve que c'est probablement pas assez fait, pas assez bien fait. Mais bon, ça reste mon point de vue personnel. Parce que même là, si on regarde dans ces périodes qui sont difficiles, j'enregistre cet épisode, on est en août, donc la période de confinement, le coronavirus, c'est toujours d'actualité.
On n'entend personne nous dire « Pour votre immunité, mangez sainement, dormez bien, reposez-vous, apaisez-vous », alors qu'en fait, c'est la base même de toute notre immunité. J'avais déjà écrit des newsletters, j'en ai écrit 2, je crois, sur le sujet, sur la nutrition, justement pour contrebalancer autant qu'on peut les périodes d'insomnie au niveau de l'immunité, parce que le constat, il est assez effrayant, c'est que quand on dort peu, quand on dort mal, les études montrent qu'on a une résistance immunitaire qui est affaiblie, qui est réduite. Le sommeil est vraiment essentiel pour notre immunité. Donc est-ce qu'aujourd'hui les virus sont plus virulents qu'avant, ou est-ce que simplement c'est nous qui sommes plus fragiles parce qu'on est beaucoup plus fatigués, mais aussi qu'on mange beaucoup moins bien, mais ça c'est un autre sujet, la question se pose. Après voilà, chacun se fait son idée, son opinion, mais ça me paraissait intéressant de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Excusez-moi, j'ai quand même pas mal digressé. On va revenir à ce que je vous disais sur l'article. Si j'en suis amenée à vous parler de ça, c'est parce que la situation du sommeil, elle est déjà problématique en général pour les sociétés, pour la plupart des sociétés, en tout cas les sociétés occidentales, les sociétés dites industrialisées, etc. Mais pour vous qui m'écoutez en ce moment et qui souffrez d'insomnie, c'est par conséquent encore plus accentué. Donc, mon propos est le suivant. N'attendez pas une solution venant de l'extérieur. Parce qu'en fait, personne ne peut vous l'apporter. N'attendez pas que la société s'occupe de vous, que le gouvernement mette en place 1 milliard de trucs pour s'occuper de vous. N'attendez pas que la société s'occupe de vous, que le gouvernement s'occupe de vous. Ce n'est pas réellement son rôle. Et en plus, c'est pas possible. Chacun a la responsabilité de sa santé. Et ça, je pense que c'est un point très important qu'on a peu en tête. Moi, j'ai cette notion en tête depuis 1 an, mais je peux vous assurer que ça change complètement la donne. Ça change complètement le paradigme de départ, en fait. On ne réfléchit plus du tout pareil quand on intègre ça. Ensuite, deuxième point, ne comptez pas à 100% les yeux fermés sur la médecine conventionnelle pour vous sortir de votre galère. En fait, j'ai pas d'autres mots pour ça. Je sais que c'est pas toujours le cas, il y a des exceptions, mais majoritairement, vous ressortirez de chez votre médecin avec une jolie ordonnance, des super cachets brouilleurs de cerveau à avaler chaque jour, et c'est tout. Mais les médecins, ils sont d'une part débordés. Je vois moi-même dans une petite ville comme la mienne, il faut des semaines pour avoir un rendez-vous avec son médecin traitant, c'est fou. Et en plus de ça, ils sont extrêmement peu formés sur le sujet. Vous avez vu dans l'article que je vous ai lu, justement, ils prévoyaient d'intégrer un petit peu plus de formation d'heures de formation sur le sommeil dans la formation en faculté de médecine. Honnêtement, aujourd'hui, de ce que j'en sais, les médecins, ils sont formés une demi-journée, grand max 2. Moi, j'ai toujours entendu une demi-journée sur la thématique même du sommeil. Donc après, ils vont avoir des formations sur tous les médicaments possibles et inimaginables, mais sur le sommeil en tant que tel, donc c'est compliqué. C'est compliqué de bien conseiller quand on ne sait pas soi-même. Alors ça évolue petit à petit, mais d'après ce que je constate, et je suis vraiment pas du tout la seule à faire ce constat-là, ça n'évolue pas assez vite. Sur l'ensemble des grands sujets de société que peuvent être justement le sommeil, l'alimentation aussi, les médecins, faut compter à peu près 15 ans en fait. 15 ans pour qu'il y ait des nouvelles découvertes qui soient intégrées de façon vraiment naturelle dans les conseils, dans les recommandations des médecins. Par exemple, là, toutes les découvertes sur le microbiote, et je vais avoir l'occasion de vous parler du microbiote par rapport au sommeil. Vous allez voir, c'est extrêmement passionnant. Bref, toutes les découvertes sur le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale, elles datent d'il y a à peu près 15-20 ans en arrière, où vraiment il y a eu un boom sur les découvertes qu'on a pu faire là-dessus. Eh bien, encore aujourd'hui, les médecins ne parlent pas du microbiote. Ou ils sont très peu à le faire. Donc il faut vraiment du temps. C'est en ça que je vous dis, ne comptez pas à 100% les yeux fermés sur la médecine conventionnelle. Je dis pas qu'il faut pas aller voir son médecin, je dis juste qu'il faut aussi chercher par soi-même.
il faut aussi vraiment avoir la responsabilité de sa santé. Le médecin, il n'est pas vous, d'accord ? Il va vous aider à connaître, à cheminer, il peut vous soulager ponctuellement, mais ce n'est pas juste la parole unique et la seule et unique chose à suivre et à écouter. Troisième point, n'attendez pas non plus que l'information pour sortir de l'insomnie, elle vous arrive toute cuite. Et là, pour le coup, je ne peux que vous féliciter dans votre démarche, puisque si vous êtes en train de m'écouter, c'est que ça, vous l'avez bien compris. C'est que vous vous positionnez comme acteur de votre connaissance. Et c'est en ça que vous ressortez complètement du lot par rapport à des centaines et des milliers d'insomniaques qui ne feront jamais la démarche d'aller chercher l'information. Et encore une fois, je dis ça sans jugement, mais plutôt avec beaucoup de regrets, puisque j'ai été dans ce cas-là pendant des années. L'information, je l'ai recherchée très tard. Et bizarrement, l'information, elle m'a aidé à m'en sortir. Quatrième point, et là c'est tout à fait la suite de ce que je vous disais précédemment, c'est de ne pas hésiter à vous former par vous-même. Et après, dernier point, pour ceux qui n'auraient pas le temps ou l'énergie à allouer pour cela, parce qu'il suffit pas d'avoir le temps, quand on est insomniaque, on est particulièrement affaibli. Et c'est en ça que c'est dramatique, c'est quand on a très peu d'énergie à allouer pour sortir de l'insomnie, alors que pourtant c'est la clé. C'est pour ça que du coup, sur le podcast, j'essaie de vous donner plein de petites pistes, plein de petits outils pour essayer de récupérer un tout petit peu d'énergie et petit à petit pouvoir allouer cette énergie à vous, à votre bien-être et à sortir complètement de l'insomnie. Il faut toujours commencer par quelque chose de toute façon. Donc je disais, pour ceux qui n'auraient pas le temps de se former, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des approches alternatives. Encore une fois, si vous êtes suivi par votre médecin traitant, et je ne connais pas votre médecin traitant, peut-être qu'il est tout à fait à même de vous accompagner de façon aussi le plus naturelle possible, mais ça n'empêche pas que dans 90% des cas, il est vraiment préférable aussi de se faire accompagner par des approches alternatives. Alors sur le podcast, je vous ai déjà proposé plusieurs échanges. Vous avez déjà entendu Véronique Bellemare, par exemple, de l'Institut Somna, qui fait aussi des formations. Vous avez déjà entendu Aurore, du blog de Nelly Cézel. Vous avez aussi pu écouter Mathieu, qui vous parlait de naturopathie. Caroline, bien sûr. Caroline Ferriol, du site Fédodo. Vous allez bientôt avoir Mickaël aussi, qui va vous parler d'hypnose. Bref, il y a plein de professionnels, de spécialistes. Ce sont surtout des gens passionnés par leur domaine et des gens qui se sont formés et qui, à travers justement leur chemin, on peut gagner du temps, en fait, tout simplement. Donc bon, il y a plein de choses. Il y a plein de choses diverses et variées qu'on peut explorer. Il y aura des choses qui vont plus vous correspondre, d'autres moins. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas ce qui vous convient à vous. Parfois, il vous faudra plusieurs approches qui vont être complémentaires pour vous et qui vont vous permettre de sortir la tête de l'eau. Et c'est tant mieux. Bref, vous l'avez compris, il y a forcément quelqu'un qui, en ligne ou près de chez vous, peut vous apporter une aide précieuse pour savoir comment démarrer, par quoi démarrer, pour apprendre, pour prendre confiance en vous, bref, pour vous guider, quel que soit finalement votre point de départ. Et c'est pas parce qu'on a essayé une chose qui n'a pas eu les effets escomptés qu'il faut s'arrêter là. Il faut toujours continuer à creuser, il faut continuer à chercher à apprendre, à se connaître, pas baisser les bras en fait, et ne pas attendre que les solutions tombent du ciel. Moi j'ai beaucoup été dans cet état d'esprit-là. Forcément ça m'a rien apporté de bon, et comme je vous le disais, à partir du moment où j'ai cherché moi à me bouger, alors ça a bougé. Parce que quand on sollicite quelqu'un pour nous aider, finalement on est déjà acteur de son sommeil et de sa santé. Et après on devient complètement acteur à 100% quand on applique, bien sûr, quand on applique ensuite ce qui nous a été conseillé. Voilà ce que m'a inspiré ma lecture de Cerveau Psycho. J'avais vraiment très envie de vous partager ça, parce que quand j'ai vu les dates, je me suis dit « Waouh, mais il y a 15 ans en arrière !» Et avec tout ce que j'ai pu lire depuis, les livres, les études, etc., je me dis « Mais c'est fou !» En fait, on est quand même vraiment très peu informés là-dessus. Et du coup, si on fait pas la démarche nous-mêmes d'aller nous informer, il y a quand même très peu d'informations qui tombent. Ce qui est paradoxal, c'est que les informations qu'on peut avoir de manière facile, on va les trouver elles aussi tellement faciles qu'on va pas les appliquer.
Moi, par exemple, je me rappelle les informations du style, vous savez, des fois les petites infographies qu'on a justement chez les médecins, où il y a marqué évitez les écrans avant de vous coucher, couchez-vous toujours à la même heure. Je me disais, mais en quoi ça peut me faire sortir de l'insomnie? Vous voyez, du coup, ça va finalement pas assez loin. Voilà, les amis, ce que m'a inspiré ma lecture de Cerveau Psycho. Pour ceux qui connaissent pas Cerveau Psycho, c'est une revue qui propose vraiment du contenu intéressant et du contenu très varié. Donc ça fait réfléchir, on apprend beaucoup de choses. Donc voilà, je remets pas du tout en cause l'article en tant que tel, c'est bien le constat qui en découle qui m'a un petit peu interpellée et j'avais vraiment envie de vous partager ça. C'est un épisode qui est peut-être un petit peu moins organisé, un petit peu moins préparé que ce que j'ai l'habitude de vous proposer. J'espère que j'ai pas trop digressé et que ça vous aura intéressé. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et vous a fait réfléchir un petit peu comme moi ça a été le cas. Dans tous les cas, je vous invite à noter le podcast si le travail que je vous propose vous plaît, vous intéresse. Sachez que 5 petites étoiles ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, tout simplement à ce qu'il soit mieux référencé. Donc mille merci à vous si vous le faites. De mon côté, je vais vous dire simplement à mercredi prochain pour la newsletter que je vous envoie en fin d'après-midi, comme toutes les semaines. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.